Ma fiancée m'a demandé une pause pour revoir son ex, celui-là même qui l'avait trompé. J'ai vendu ma maison, traversé le pays et coupé tout contact. J'ai 32 ans. Ma vie, selon la plupart des critères, était stable et avançait dans la direction que j'avais soigneusement planifiée. La principale personne impliquée dans cette histoire, en dehors de moi-même, est mon ex-fiancée, Sarah, qui avait alors 30 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 1 an. Nous vivions dans une maison que j'avais achetée avant nos fiançailles, bien avant que Sarah n'entre véritablement dans ma vie. Le bien était exclusivement à mon nom, une décision financière fondée sur mes actifs existants et les contributions de ma famille. Sarah avait emménagé avec moi environ 2 ans après le début de notre relation. D'autres protagonistes de cette histoire incluent James, l'ancien petit ami de Sarah. Il était son partenaire avant moi, et d'après ce qu'elle m'avait raconté, leur relation avait pris fin à cause de son infidélité répétée. Ses parents ainsi que sa jeune sœur, Clara, ont également été mis au courant de la situation à mesure qu'elle évoluait. Notre relation semblait, à mes yeux, construite sur des bases solides. Nous nous étions rencontrés par l'intermédiaire d'une connaissance commune, avions fréquenté pendant 1 an avant d'emménager ensemble, puis vécu 2 années supplémentaires avant que je ne la demande en mariage. Nous partagions des centres d'intérêt communs et, à ce que je percevais, un respect mutuel sincère. Sarah connaissait ma situation financière. La maison, par exemple, avait été acquise grâce à une combinaison de mes économies personnelles et d'un héritage de mes grands-parents. Il s'agissait d'un pavillon de banlieue avec 3 chambres, confortable et parfaitement adapté à nos besoins et à nos projets d'avenir, qui incluait le mariage et, éventuellement, la fondation d'une famille. Sarah participait aux frais courants comme les factures et les courses, mais n'avait aucun droit de propriété sur la maison. Cet accord avait été clairement établi et accepté sans contestation. Je connaissais l'existence de James depuis le début. Elle avait toujours été franche, leur relation avait duré environ 2 ans et s'était terminée dans la douleur lorsqu'elle avait découvert qu'il lui avait été continuellement infidèle. Elle avait évoqué à plusieurs reprises les blessures et les trahisons qu'il lui avait infligées. Je pensais que tout cela appartenait au passé, qu'elle avait fait la paix avec cette période de sa vie, surtout compte tenu de nos fiançailles et de la vie que nous construisions ensemble. Environ 6 mois avant l'événement central, j'ai commencé à percevoir de légers changements dans le comportement et les discours de Sarah. Le nom de James, autrefois rare et toujours associé à une blessure ancienne, réapparaissait de plus en plus souvent, bien que dans des contextes apparemment anodins. Elle mentionnait avoir vu une publication de lui sur les réseaux sociaux ou avoir entendu parler de lui par un ami commun. Au début, je n'y ai pas prêté grande attention. Il arrive que des personnes du passé refassent surface dans notre conscience. Mais ces mentions se sont multipliées. Elle se mettait à évoquer des scénarios hypothétiques, comparant parfois les choix de vie qu'elle avait faits. Je percevais en elle une agitation croissante, difficile à définir. Elle devenait plus distante, passait beaucoup de temps sur son téléphone et semblait souvent pensive ou absorbée. Lorsque je lui demandais si quelque chose n'allait pas, elle me répondait vaguement que c'était lié au stress du travail ou à une simple fatigue. La situation a pris une autre tournure environ 3 mois avant qu'elle ne me demande une pause. Elle m'a annoncé que James l'avait recontacté. D'après elle, il avait exprimé des remords sincères pour son comportement passé et disait avoir profondément changé. Elle disait avoir été surprise par ce message, mais également intriguée. Elle justifiait cet échange par un besoin de clore un chapitre de sa vie, de l'entendre une dernière fois. Je me souviens lui avoir dit que la véritable clôture est quelque chose que l'on trouve en soi-même, et non en réouvrant des blessures avec celui qui les a causées. Je ne l'ai cependant pas empêché de lui parler. Dans une relation fondée sur la confiance, je ne pense pas qu'il me revienne de décider à qui elle peut ou non s'adresser, même si je lui ai clairement fait part de mon malaise au vu de leur passé. Les semaines suivantes ont révélé que cette prise de contact n'était pas un événement isolé. Sarah envoyait des messages jusque tard dans la soirée, s'absentait parfois pour répondre à des appels. Lorsque je l'ai confrontée, elle a admis qu'ils échangeaient régulièrement. Elle décrivait James comme un homme transformé, capable de reconnaître ses erreurs et de les regretter profondément. Elle recommençait à parler de leurs anciens souvenirs, de leurs voyages, des blagues qu'ils partageaient autrefois. C'était comme si elle redécouvrait leur relation sous un nouveau jour, teinté de nostalgie plutôt que de douleur. Le moment où j'ai compris que quelque chose de sérieux se tramait fut lorsqu'elle commença à comparer, parfois subtilement, sa relation passée avec James à la nôtre. Elle évoquait une sensation de manque, d'avoir peut-être laissé passer une forme de passion ou d'excitation qu'elle n'avait jamais retrouvée. Elle disait que notre vie était confortable et stable, mais s'interrogeait de plus en plus sur le fait que ses qualités suffiraient à la rendre heureuse sur le long terme. Ces propos m'ont profondément déstabilisé, car nous avions toujours affirmé, ensemble, rechercher justement cette stabilité. J'ai tenté d'engager une discussion honnête avec elle, de comprendre ce qu'elle ressentait, ce qui avait changé. Ses réponses étaient souvent floues ou contradictoires. Elle assurait m'aimer, apprécier la vie que nous avions bâtie, mais dans le même souffle,
elle exprimait des doutes sur ses sentiments, sur son avenir, et revenait sans cesse au récit en lien avec James. Il devenait de plus en plus évident qu'elle était profondément troublée, ou bien qu'elle retombait lentement dans une dynamique ancienne. La semaine précédant sa demande de pause, elle m'a dit qu'elle allait prendre un café avec James pour enfin tourner la page. Elle m'en avait informé à l'avance, insistant sur le caractère anodin de cette rencontre. Je n'ai pas protesté, mais je lui ai fait part sans détour de mon profond inconfort, surtout compte tenu de son comportement récent. Malgré ses incertitudes exprimées et les doutes qu'elle avait partagés, elle s'y est tout de même rendue. Lorsqu'elle est revenue de ce rendez-vous, elle était distante et évasive, ne fournissant que très peu de détails sur leur conversation. Elle s'est contentée de dire que c'était intéressant, et que James avait effectivement beaucoup mûri. L'atmosphère dans notre maison est devenue tendue pendant les jours qui ont suivi. La conversation qui a tout changé a eu lieu un samedi matin. J'avais prévu que nous passions la journée ensemble, peut-être faire une randonnée dans l'espoir de nous reconnecter. Avant même que nous puissions entamer quoi que ce soit, dans cette même pièce où nous avions discuté de nos projets de mariage et d'avenir, elle a commencé par me dire combien elle m'appréciait ainsi que la vie que nous avions construite. Puis, elle a glissé lentement vers ses tourments intérieurs, m'avouant être confuse quant à ses sentiments. Elle a de nouveau évoqué James, expliquant que renouer avec lui avait ravivé d'anciennes émotions et l'avait amenée à se demander si elle n'avait pas commis une erreur en le quittant. Ou plutôt, si elle ne devait pas explorer la possibilité qu'il restait encore quelque chose entre eux, maintenant qu'il affirmait avoir changé. C'est alors qu'elle m'a fait sa demande. Elle souhaitait faire une pause dans notre relation. Elle a été précise, elle voulait prendre du temps, quelques semaines, peut-être un mois ou deux, pour explorer sa connexion avec James. Elle a proposé de séjourner chez sa sœur Clara ou de trouver un logement temporaire durant cette période. Elle voulait sortir avec James, afin de déterminer si ce qu'elle ressentait était réel ou simplement une poussée de nostalgie. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas nécessairement mettre fin à notre relation, mais qu'elle avait besoin de cet espace et de cette liberté pour clarifier son cœur, pour être certaine avant que nous nous marions. Elle est même allée jusqu'à dire que cette exploration ferait potentiellement d'elle une meilleure partenaire pour moi, ou qu'elle confirmerait que James avait été une erreur, ce qui, à long terme, renforcerait notre relation. Elle a demandé ma compréhension et ma patience. J'ai écouté sa proposition sans l'interrompre. Intérieurement, ce que j'ai compris, c'est qu'elle me demandait de mettre notre engagement et notre vie commune entre parenthèses, afin qu'elle puisse tester une relation avec un ex-petit ami qui l'avait déjà trompé. Pour moi, sa demande avait une portée définitive. Bien qu'elle l'ait présentée comme une pause temporaire pour explorer ses sentiments, je l'ai perçue comme une rupture fondamentale du pacte que représentait notre engagement. Lorsqu'elle a terminé, je ne me suis pas lancé dans un débat ni dans une supplication émotionnelle. J'ai simplement posé quelques questions de clarification, pour être certain d'avoir bien compris les paramètres de sa requête, qu'elle avait bien l'intention de poursuivre une relation romantique et probablement physique avec James pendant cette période. Elle a confirmé que c'était son intention, ajoutant que c'était le seul moyen de vraiment savoir. Ma réponse a été immédiate, calme et directe. Je lui ai dit que si elle ressentait le besoin d'explorer une relation avec un autre homme, alors notre relation, pour moi, était terminée dans les faits. J'ai précisé que je ne serais pas un remplaçant, ni un homme en attente pendant qu'elle expérimentait ailleurs. Je lui ai dit que je ne l'attendrais pas pendant qu'elle décidait entre moi et son ex infidèle. J'ai ajouté que sa simple demande montrait un profond manque de respect à mon égard, ainsi qu'à l'égard des vœux que nous nous apprêtions à échanger. J'ai conclu en lui disant que je considérais notre engagement et notre relation comme définitivement terminés, à compter de cet instant. Elle a semblé déstabilisée, peut-être s'attendait-elle à une négociation ou à des supplications de ma part. Elle a tenté de plaider que je comprenais mal ses intentions, que tout cela relevait de sa confusion et non d'un manque d'amour pour moi. J'ai réaffirmé ma position, le simple fait qu'elle souhaite explorer une relation avec un autre homme signifiait, en soi, la fin de la nôtre. Sarah était visiblement choquée par ma fermeté. Elle a tenté de revenir sur ses propos, suggérant que peut-être cette pause n'était pas nécessaire, ou que nous pouvions encore en discuter. Mais la demande avait été formulée, et le fond de sa pensée m'était désormais limpide. Je lui ai dit que la confiance et l'engagement que je croyais réciproques avaient été irréversiblement brisés par sa proposition. J'ai déclaré que, puisqu'elle avait besoin d'espace pour explorer ses sentiments envers James, je ferais en sorte qu'elle en ait autant qu'elle le souhaitait. Je lui ai indiqué qu'elle devait commencer à organiser le déménagement de ses affaires. Je lui ai suggéré de mettre à exécution son idée initiale de vivre chez sa sœur ou de chercher un autre endroit, car elle ne vivrait plus avec moi. Ce même samedi après-midi, après qu'elle a quitté la maison dans un état de détresse probablement pour réfléchir ou aller chez sa sœur, j'ai commencé à prendre des mesures concrètes. Ma décision n'a pas été dictée par la colère, mais par une lucidité froide. La relation était finie, l'avenir que nous avions projeté ensemble n'existait plus. Il devenait donc logique de démanteler l'infrastructure de cette vie commune. Ma première action a été de contacter un serrurier. En quelques heures,
Toutes les serrures de la maison ont été changées. J'étais le propriétaire légal de la maison, elle n'avait aucun droit sur ce bien. Ma deuxième décision, prise au cours du reste du week-end, a été de préparer la maison à la vente. J'ai commencé par rassembler certains des effets personnels de Sarah qui se trouvaient dans les espaces communs, vêtements, produits de toilette, quelques objets décoratifs. Je les ai rangés soigneusement dans des cartons et entreposés dans le garage, dans l'intention qu'elle puisse venir les récupérer. J'ai aussi commencé à désencombrer et dépersonnaliser l'espace, afin de le rendre plus attrayant pour de futurs acheteurs. Le lundi matin, j'ai contacté une agence immobilière réputée. J'ai expliqué brièvement la situation, j'étais célibataire, je devais vendre rapidement la propriété en raison d'une nouvelle opportunité professionnelle que je comptais poursuivre, ce qui était en partie vrai, car j'avais déjà commencé à activer mon réseau pour un poste dans un autre état et souhaitais une vente rapide, sans complications. L'agent a été efficace et la maison a été mise sur le marché en quelques jours. Le contexte immobilier était favorable aux vendeurs. En parallèle, j'ai lancé activement ma recherche d'emploi dans un autre état. Depuis quelques mois, je songeais passivement à un changement de carrière, en quête de nouveaux défis. Cette situation m'a offert l'impulsion nécessaire. J'ai mis à jour mon CV, contacté mes relations et postulé à plusieurs postes dans une ville située sur la côte opposée, qui offrait à la fois un marché solide et un environnement radicalement différent. Le stockage cloud que nous partagions pour nos photos, certains documents et des sauvegardes, a également retenu mon attention. Il contenait des années de souvenirs communs. J'ai téléchargé les fichiers et images qui m'appartenaient exclusivement ou auxquels j'avais droit. Ensuite, j'ai révoqué son accès et supprimé les dossiers partagés, ainsi que les contenus majoritairement communs. C'était une coupure numérique. J'ai communiqué avec Sarah de façon minimale. Lorsqu'elle m'a contacté pour savoir pourquoi les serrures avaient été changées, je lui ai répondu par message que notre relation était terminée, et que la maison était en cours de vente. Elle devait désormais convenir d'un moment avec mon agent immobilier, ou avec un ami désigné, pour récupérer ses affaires rangées dans des cartons. Je n'ai pas engagé d'autres discussions, ni accepté le moindre débat. J'ai indiqué que toute communication à venir serait strictement logistique. Sans surprise, elle était furieuse et bouleversée. Elle m'a accusé d'être sans cœur et impulsif. Elle affirmait qu'elle avait seulement été perdue, et que mes réactions étaient excessives. Je ne suis pas entré dans la controverse. Ma décision était prise. Grâce à l'emplacement et à l'état de la maison, combiné à une stratégie de tarification agressive, j'ai reçu une offre en l'espace de 2 semaines. Il s'agissait d'une offre au comptant, légèrement inférieure au prix demandé, mais sans condition, que j'ai accepté. La date de signature était prévue 30 jours plus tard. Pendant cette période, les tentatives de contact de Sarah se sont intensifiées, appels, messages, courriels. Je n'ai répondu à presque aucun. Lorsqu'elle devenait abusive ou trop émotive, j'ai bloqué son numéro et son adresse électronique. Je l'ai également bloqué sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. J'ai demandé à mon agent immobilier de gérer toutes les communications relatives à ses affaires, qu'elle a finalement récupérées en présence de sa sœur Clara. Je n'étais pas présent lors de cette collecte. La vente de la maison a été conclue environ 6 semaines après la demande de pause formulée par Sarah. À ce moment-là, j'avais déjà accepté une offre d'emploi prometteuse dans un nouvel état. L'offre comprenait une aide à la relocalisation, ce qui a accéléré mon déménagement. J'ai vendu une partie de mes meubles, entreposé l'essentiel et chargé ma voiture. J'ai traversé le pays. Le processus a été rapide. J'ai trouvé un appartement temporaire dans la nouvelle ville, commencé mon nouveau travail, et entamé la reconstruction d'une nouvelle vie. Je me suis concentré sur mon travail, la découverte de la ville, et la reconnexion avec quelques anciens amis d'université qui vivaient à proximité. J'ai fait un effort conscient pour ne pas ressasser cette relation passée, si ce n'est pour en tirer des leçons sur les limites personnelles et les éléments non négociables dans un couple. Voilà maintenant environ 8 mois que j'ai déménagé. Je suis bien installé dans mon poste, qui est à la fois stimulant et gratifiant. J'ai trouvé un logement plus permanent. Pour toutes fins utiles, je vais bien. Je ne dirais pas que je suis euphorique ou transformé par cette expérience, mais je suis fonctionnel, stable et je poursuis mon chemin de vie, bien que sur une trajectoire remaniée. La raison pour laquelle j'écris tout cela ici, cette forme de défoulement ou de monologue, tient aux nouvelles qui me parviennent progressivement au sujet de Sarah. Ces informations me sont parvenues principalement par 2 canaux, Clara, la sœur de Sarah, qui m'a contacté il y a quelques mois, et indirectement par l'intermédiaire de connaissances communes de mon ancienne ville, avec lesquelles je conserve encore quelques liens professionnels distants. Selon Clara, et d'après ce que d'autres bribes ont confirmé, l'exploration de Sarah avec James a été brève et désastreuse. Fidèle à ses anciens travers, James n'était visiblement pas l'homme changé qu'il prétendait être. Il aurait continué à fréquenter d'autres femmes, ou bien est retourné rapidement à ses anciennes habitudes dès que Sarah s'est rendue disponible pour lui. Il a mis fin à leur relation de manière abrupte,
environ 2 mois après que Sarah avait demandé la pause dans notre couple. Clara m'a confié qu'il avait dit à Sarah qu'il n'était pas prêt pour une relation sérieuse, et qu'il trouvait son instabilité émotionnelle et ses attentes accablantes. Après cela, Sarah s'est retrouvée dans une position délicate. Elle avait renoncé à une relation stable avec moi. La maison avait été vendue. Elle vivait chez Clara, mais cette cohabitation est rapidement devenue tendue à cause de l'état émotionnel de Sarah et, selon Clara, de son incapacité à assumer ses choix, préférant me reprocher une réaction excessive, ou accuser James de l'avoir à nouveau manipulée. Les parents de Sarah ont également été mêlés à la situation. D'après Clara, ils étaient profondément déçus par le comportement de leur fille. Ils m'appréciaient, espéraient le mariage, et connaissaient déjà le passé peu reluisant de James. Lorsqu'ils ont appris la chronologie complète des faits, que Sarah avait demandé une pause pour retrouver James, que j'avais ensuite rompu les fiançailles et vendu la maison, ils auraient pris mon parti. Ils estimaient que Sarah avait gâché un avenir prometteur par imprudence et manque de discernement. Ils lui ont exprimé directement leur désapprobation. Une autre information que j'ai reçue est que Sarah a perdu son emploi. Les détails restent flous, mais il semble que ses difficultés personnelles et émotionnelles aient affecté ses performances et sa présence au travail. Elle se retrouvait donc sans emploi, abandonnée par James, en conflit avec sa sœur, rejetée par ses parents, et désormais sans domicile fixe ou dépendante de l'aide temporaire d'amis. Clara, à terme, lui a demandé de trouver un autre logement. Le premier contact de Clara avec moi avait pour but, selon ses dires, de s'excuser pour le comportement de Sarah et de m'exprimer, au nom d'elle-même et de ses parents, leurs regrets sincères concernant le déroulement des événements. Elle tenait également à ce que je sache qu'il ne cautionnait en rien les choix de Sarah. C'était une conversation surprenante, et je me suis principalement contenté d'écouter. Dernièrement, la phase de mendicité a commencé. Sarah a tenté de me joindre par divers moyens, en créant de nouveaux profils sur les réseaux sociaux pour m'envoyer des messages, ou en appelant depuis des numéros inconnus. Les messages qui parviennent avant que je ne bloque chaque nouveau canal sont des excuses, des supplications pour une seconde chance, des demandes d'aide parfois financières, parfois juste pour parler. Elle évoque sa situation difficile, son regret, et la prétendue prise de conscience de l'erreur qu'elle aurait commise. Je ne suis pas ici pour demander si je devrais lui pardonner ou l'aider. Cette porte est fermée, soudée, et tout l'immeuble a été rasé. Mes actions ont été décisives, et je les assume pleinement. Je suppose que si j'écris tout cela sur Reddit aujourd'hui, c'est simplement pour poser les faits noirs sur blanc, et surtout pour me soulager. Je ne cherche aucun conseil sur la façon d'interagir avec elle. J'ai une politique de non-contact, et je m'y tiens fermement. Environ 3 semaines se sont écoulées depuis la publication de mon message initial. J'ai lu un bon nombre de commentaires et de messages privés. J'apprécie les différentes perspectives partagées, ainsi que le temps que les gens ont consacré à lire ce récit particulièrement long. De nombreux utilisateurs ont raconté des expériences similaires ou m'ont adressé des messages de soutien quant à la position que j'ai adoptée. Plusieurs questions récurrentes et points à clarifier sont revenus, que je vais aborder ici. Premièrement, beaucoup ont posé des questions précises à propos de la maison. Comme je l'ai déjà mentionné, la maison m'appartenait entièrement. Je l'avais achetée des années avant les fiançailles, en utilisant mes propres fonds ainsi qu'un héritage. Le nom de Sarah n'apparaissait sur aucun document de propriété. Elle contribuait à certaines factures et courses, comme le ferait tout partenaire vivant sous le même toit ou un colocataire, mais ces contributions ne lui donnaient aucun droit de propriété ou de location au-delà de celui d'une partenaire vivant chez moi. Lorsque nos fiançailles et notre relation ont pris fin, du fait de son intention déclarée de poursuivre une relation avec un autre homme, la base qui justifiait sa présence dans mon domicile a été annulée. En ce qui concerne ses affaires personnelles, je les ai mises en carton et lui ai offert une occasion raisonnable de venir les récupérer, ce qu'elle a fait en compagnie de sa sœur. Il n'y a eu aucune expulsion illégale. Elle a été priée de partir après avoir, en pratique, mis fin au fondement de notre cohabitation. Les serrures ont été changées pour sécuriser ma propriété pendant le processus de vente et après la rupture définitive de notre relation. Deuxièmement, certains ont remis en question la rapidité de ma décision. La conversation au cours de laquelle Sarah a demandé une pause ne fut pas un moment bref ni impulsif. Elle représentait le point culminant de semaines de prise de distance croissante, de réengagement émotionnel avec James et de doutes exprimés sur notre relation. Sa demande ne visait pas un espace de réflexion en solitude, mais bel et bien un espace pour explorer une relation avec James. Elle avait déclaré explicitement son intention de sortir avec lui et d'avoir des relations sexuelles avec lui. Ce point n'était pas sujet à confusion. C'était une déclaration claire de ses priorités. Ma réponse a été tout aussi claire, je n'étais pas intéressé à devenir une option, un plan de secours ou, pire encore, un paillasson comme certains le diraient. Troisièmement, Clara, la sœur de Sarah, a été la première dans la famille à avoir une vision claire de la situation. Sarah est allée chez Clara immédiatement après notre conversation décisive. Naturellement,
Clara lui a demandé ce qui s'était passé. Selon ce que Clara m'a ensuite rapporté, Sarah a d'abord tenté de présenter la situation comme une réaction excessive de ma part à une simple demande d'espace. Toutefois, sous les questions insistantes de Clara, qui connaît bien sa sœur, la vérité a fini par sortir. Sarah voulait voir James de manière romantique. Clara est une personne pragmatique. Elle connaissait le passé de James et avait, semble-t-il, mis en garde Sarah contre une reprise de contact avec lui. Les parents de Sarah ont été informés par Clara, puis par Sarah elle-même. Leur prise de position en ma faveur repose sur plusieurs éléments. D'après Clara, ils m'ont toujours apprécié et me considéraient comme un partenaire stable et fiable pour leur fille. Ils connaissaient les trahisons passées de James et le considéraient comme une influence néfaste. Le fait que Sarah prenne le risque de compromettre un avenir sécurisé et un mariage proche pour revisiter une relation échouée avec un homme peu digne de confiance a, selon eux, témoigné d'un jugement profondément erroné. Ils n'ont pas perçu mes actions mettre fin à la relation, vendre ma maison comme étant à l'origine du problème, mais comme une conséquence directe de la décision initiale de Sarah. Leur déception visait ses choix, et non ma réaction. Quatrièmement, certains ont été surpris par la rapidité d'exécution de mes démarches. Je suis une personne organisée de nature. Une fois une décision prise, j'ai tendance à l'exécuter efficacement. La recherche d'emploi s'inscrivait dans une réflexion préexistante sur une évolution de carrière, et la situation avec Sarah a simplement servi de déclencheur immédiat. Le marché immobilier, comme je l'ai mentionné, était très dynamique. J'ai fixé un prix permettant une vente rapide, préférant la rapidité et la certitude plutôt que de chercher à en tirer chaque dernier centime. Mon objectif était une rupture propre et rapide avec ma vie précédente. Mes actions n'étaient pas dictées par la panique. Dans les semaines qui ont suivi la publication de mon message initial, les tentatives de Sarah pour me contacter ont continué un temps, puis ont légèrement diminué. Après un message particulièrement insistant, j'ai demandé à une connaissance commune, un ancien collègue en qui j'ai toute confiance et qu'elle avait également essayé de contacter pour m'atteindre de lui transmettre un message clair et définitif. J'ai autorisé cette personne à dire à Sarah qu'il n'y aurait aucune possibilité de réconciliation, aucun espace pour une discussion, et que toute nouvelle tentative de contact serait considérée comme du harcèlement. J'ai également précisé que je ne lui souhaitais aucun mal en particulier, mais que sa vie et ses problèmes lui appartenaient, et que je n'en ferais partie d'aucune manière. Ce fut la seule communication que j'ai initiée, bien qu'indirectement, depuis que je l'ai bloquée. J'ai continué à maintenir une absence totale de contact direct. J'ai également pris d'autres mesures pour protéger ma vie privée, notamment en changeant mon numéro de téléphone principal, une démarche contraignante mais nécessaire, et en mettant à jour les paramètres de sécurité de divers comptes personnels. Il s'agissait d'un processus visant à m'assurer que tous les liens étaient bien rompus. Par l'intermédiaire de Clara, qui m'a transmis une mise à jour non sollicitée il y a environ une semaine, j'ai appris quelques détails supplémentaires. James, après avoir rompu avec Sarah, aurait déclaré sans détour à leur connaissance commune que Sarah était trop intense et qu'elle vivait dans le passé. D'après Clara, cela a encore accentué l'humiliation de Sarah. Sa situation professionnelle ne s'est pas améliorée. Il semble qu'elle ait rencontré des difficultés à retrouver un emploi, en partie à cause des circonstances entourant la perte de son poste précédent, et des rumeurs évoquent une conduite non professionnelle liée à ses problèmes personnels et, possiblement, à un manque de concentration lors des candidatures et entretiens. L'information la plus marquante que m'a rapportée Clara est que Sarah a, pendant un court moment, tenté de vivre chez ses parents. Toutefois, cette solution n'a pas fonctionné. Selon Clara, ses parents, tout en lui offrant un abri temporaire, ont été fermes dans leur position. Sarah devait reconnaître ses erreurs, chercher une aide professionnelle pour comprendre ses schémas décisionnels et entreprendre de reconstruire sa vie de manière autonome, au lieu de chercher des solutions rapides ou des personnes à blâmer. Sarah aurait très mal réagi à cette posture, ce qui a provoqué des tensions accrues. Elle a quitté leur domicile après quelques semaines. Clara ignorait où se trouvait exactement Sarah lors de notre dernier échange. Elle savait seulement qu'elle logeait temporairement chez une ancienne amie d'université, et qu'elle était toujours en grande difficulté. Clara m'a confié sa propre détresse et sa frustration face à cette situation, se sentant coincée entre les différents membres de sa famille. Toutefois, elle a aussi affirmé que ses parents et elle-même estiment que Sarah doit faire face aux conséquences de ses actes pour en tirer des leçons. Elle a réitéré qu'ils ne me portaient aucune rancune et m'ont souhaité le meilleur pour l'avenir. Je l'ai remercié pour ces informations, mais je n'ai pas encouragé de nouvelles mises à jour, espérant ainsi clore définitivement ce chapitre. Ma vie est ici, maintenant, et c'est là-dessus que je me concentre. Cela fait maintenant environ 6 mois depuis ma première mise à jour, soit environ 7 mois depuis ma publication initiale. Un temps significatif s'est écoulé, permettant de constater de nouveaux développements ou leur absence dans la situation de Sarah, ainsi que la stabilisation et la progression continue de ma propre vie dans mon nouvel état. Ma situation personnelle demeure positive et stable. Mon travail se passe bien. J'ai assumé davantage de responsabilités et je participe à des projets intéressants.
J'ai instauré une bonne routine, fait quelques nouvelles rencontres amicales et exploré davantage les environs. La nouvelle ville me semble désormais familière, comme un véritable foyer. Les événements de l'année dernière, bien qu'importants, me paraissent de plus en plus éloignés. Je ne m'attarde pas sur Sarah ni sur notre ancienne relation. Mon attention est tournée résolument vers l'avenir. Je ne suis actuellement engagé dans aucune nouvelle relation amoureuse, par choix. Je suis satisfait de cette phase de ma vie, axée sur le développement professionnel et mes centres d'intérêt personnel. Concernant Sarah, le flot d'informations s'est heureusement considérablement réduit. Clara a respecté ma demande implicite de ne plus donner de nouvelles, et je n'ai eu aucun contact direct ni de Sarah, ni de sa famille, depuis plusieurs mois. Cependant, une information notable m'est parvenue de manière indirecte, il y a environ 2 mois. Elle provenait d'un ancien collègue de ma précédente ville, le même qui avait, par le passé, transmis mon message de non-contact à Sarah. Il m'a contacté dans le cadre d'une question professionnelle. Je lui avais communiqué mon nouveau numéro et précisé qu'il ne devait pas le divulguer. Au cours de notre échange, avec hésitation, il m'a partagé une nouvelle qu'il pensait utile, tout en soulignant qu'il comprendrait si je ne souhaitais pas en entendre parler. Il m'a informé que Sarah avait, à un moment donné au cours des derniers mois, quitté l'État. Apparemment, après avoir épuisé les possibilités d'hébergement auprès d'amis et face à la fermeté maintenue de sa famille, elle aurait décidé de se relocaliser, peut-être chez un parent éloigné dans une autre région du pays, ou simplement pour tenter un nouveau départ, dans un lieu où personne ne connaissait ni son passé récent ni sa réputation. Il n'avait pas de détails précis, seulement la certitude qu'elle n'était plus dans notre ancienne ville ni dans ses environs. Cette nouvelle de son déménagement ne m'a provoqué aucune réaction particulière. Cela m'a semblé être une décision logique, voire désespérée, pour une personne dans sa situation. Sarah n'a plus tenté de me contacter depuis avant ma première mise à jour, du moins à ma connaissance. Mon changement de numéro, ainsi que le blocage rigoureux de tout compte suspect ou numéro inconnu, semble avoir porté ses fruits. Ma vie a continué à avancer dans la direction que j'ai choisie. La vente de la maison, le déménagement, le nouvel emploi, toutes ces décisions ont été prises dans le but de créer une rupture nette et de poser de nouvelles fondations. Ces objectifs ont été atteints. Il est probable que ce soit ma dernière mise à jour concernant cette histoire, car je n'ai plus rien à ajouter de mon point de vue, et le flux d'informations concernant Sarah s'est pratiquement tari, ce qui est, à vrai dire, ce que je préfère. L'objectif initial de mon témoignage était de documenter une suite d'événements et d'actions. Cela est désormais chose faite.